sont venus d'un peu partout, des quatre coins de la France, de Paris, de Lille, de Toulouse, de Bordeaux et même de la Belgique pour écouter Patrice Talon, candidat à la présidence de la République. Ils sont une élite et ils sont représentatifs de la diaspora béninoise. Introduit par Maître Joseph Djogbenou, Patrice Talon a parlé de ses choix, de sa vision, de sa vie et de ses rêves pour le Bénin. En face de lui, il y avait des compatriotes pressés de l'entendre, de lui poser les vraies questions et aussi de lui dire leurs préoccupations. Un opérateur économique président de la République sera-t-il capable de rester au-dessus des affaires sans chercher à s'accaparer les richesses du pays? Le Bénin sera-t-il bientôt un pays où il fera bon vivre pour les jeunes, jusqu'à présent privés d'emploi, et pour les femmes en quête de revenus pour faire vivre leur famille? La promotion de l'emploi des jeunes et la lutte contre la corruption feront-elles partie des priorités de l'homme quand il sera élu président de la République? Les élections présidentielles au Bénin seront-elles transparentes et sincères ou vont-elles nous conduire à un autre chaos? Face à ces questions, Patrice Talon a eu des mots simples, sincères et profonds. Il a dit « Je souhaite rentrer dans l'histoire de mon pays autrement. J'ai la conviction que je suis indiqué pour faire ce travail. Je rêve de devenir un grand petit homme. » Il a également dit « Ce qui tue le dynamisme au Bénin aujourd'hui, c'est le pouvoir politique. Pour créer des emplois, il faut que l'environnement politique soit favorable à la création de richesses. » Il a dit tout cela devant des hommes et des femmes enthousiastes et fiers d'être béninois. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci pour l'honneur que vous me faites par votre présence. Parce que le moment n'est pas propice pour ce genre de rencontre, mais vous avez choisi quand même de faire ce déplacement aussi nombreux. J'en suis très honoré et je vous dis sincèrement merci. Grâce à notre action, à notre détermination, à notre résistance, et avec l'aide du ciel, l'alternance au sommet de l'État aura bien lieu au Bénin dans quelques mois. Cela, nous pouvons en être fiers. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire félicitations. Certes, il y aura alternance bientôt. Le pouvoir exécutif va changer de main. Mais le type de pouvoir exécutif que nous avons désormais au Bénin, ce qui le caractérise. Est-ce que nous sommes certains qu'il suffira pour nous de changer de main pour que le Bénin aille mieux désormais? Parce que ce qui caractérise désormais le pouvoir exécutif au Bénin, c'est la surpuissance du pouvoir du président de la République. C'est le clientélisme absolu, la promotion des soumis et des griots au détriment du talent, des valeurs et de la compétence. Le pouvoir exécutif, tel qu'il est aujourd'hui au Bénin, il est contraire à notre idéal de démocratie. Le régime finissant a eu le mérite de nous révéler les failles de notre système, de notre constitution, qui ont permis de faire désormais du pouvoir exécutif un pouvoir mauvais. Parce que désormais au Bénin, le pouvoir exécutif contrôle tout et soumet tout. Il contrôle et soumet la Cour constitutionnelle, il contrôle et soumet la Cour suprême, il contrôle et soumet la haute autorité de l'audiovisuel, il contrôle et soumet la justice. Et à défaut d'y parvenir, il la paralyse. Il contrôle et soumet les jeunes, les étudiants, les élèves. Et à défaut, il les prive de leur mérite. Le pouvoir exécutif désormais au Bénin soumet les opérateurs économiques, les entreprises. Quand ils ne sont pas soumis au régime, ils sont mis en faillite. Les élus locaux, les maires,
les députés, la classe politique. Quand elle n'est pas soumise, elle est combattue. Pourtant, le Bénin est un pays de talent. Le Bénin est un pays de gens dynamiques. Moi, je connais très bien la sous-région ouest-africaine. L'Afrique centrale aussi un petit peu. J'ai des intérêts dans beaucoup de pays ouest-africains. Je sais que les Béninois sont au-dessus du lot. Le modèle a besoin d'être réformé. J'ai senti le besoin de vous dire qu'il faut qu'à l'avenir au Bénin, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les institutions de contre-pouvoir soient réellement des institutions de contre-pouvoir. Que les opérateurs économiques, qu'ils soient de partisans ou non, puissent continuer d'exister, d'opérer, de s'épanouir. Que les jeunes, que leurs parents soient partisans ou non, quand ils vont aux examens au concours, qu'ils aient le résultat de leur mérite. Nous avons besoin de réformer notre modèle politique. Et nous avons besoin de donner une autre vision de ce que c'est que construire un pays. Nous avons besoin de montrer à nos dirigeants, à ceux qui ont la vocation d'exercer le pouvoir politique, qui bien souvent ne savent rien faire d'autre que celui-là, que la politique, de leur montrer que créer de la richesse, créer des emplois, c'est aussi un talent, c'est aussi un savoir-faire. Et qu'il est possible de leur montrer le chemin. Il est possible de s'arrêter, de nous entendre sur ce qu'il convient de faire désormais, et donner l'exemple. J'ai décidé d'aller au-delà de ce que nous avons fait et d'être candidat. Merci, merci. J'ambitionne. Avec la classe politique, avec ceux qui ont vocation à exercer le pouvoir. J'ambitionne avec eux de réformer le modèle. Quelques semaines, quelques mois suffiront en 2016 pour le faire. Puis après cela, montrer qu'il est possible d'inverser le cours de la pauvreté au Bénin. Parce que moi, je l'ai expérimentalisé, je l'ai vécu. Pas parce que j'ai choisi, je suis arrivé aux affaires par le hasard. Et j'ai découvert qu'il est facile de créer des emplois, de créer de la richesse. La puissance publique est un levier dans les mains des gouvernants pour impulser réellement une dynamique. Nous avons été témoins pendant 10 ans d'une gouvernance politique qui a fait stagner l'économie de la Côte d'Ivoire. Et nous avons un peu tous souffert de la sous-région. Sans faire la promotion ou chanter les louanges du pouvoir actuel, je fais seulement le constat que, en quelques années, la Côte d'Ivoire a révélé au monde qu'on peut aller mobiliser des financements structurants énormes. On peut donner du dynamisme à une économie. On peut changer le cours des choses. Le Bénin, depuis quelques décennies, n'a jamais fait la promotion d'un secteur qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi et qui constitue un secteur d'espérance, d'espoir, de développement. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un secteur qui
donne l'espérance, l'espoir que le Bénin peut se développer. Pourtant, c'est un petit pays. L'agriculture dont nous parlons avec beaucoup d'élan, c'est un secteur qui concourt à plus de 30% à 40% de notre PIB, est délaissé. L'artisanat, n'en parlons plus. Le Bénin est le pays de la sous-région qui a le plus de patrimoine touristique, le plus d'atouts. Il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique centrale, qui a autant d'atouts que le Bénin. Je donne un exemple, si vous me permettez. Nous avons le parc animalier de la sous-région le plus riche. Pour ceux qui connaissent le parc de la Pandjari, comme pour employer une expression ivoirienne, il n'y a pas son deux. Nous avons les villages lacustres qui sont dans un état épouvantable, invendable. Ceux d'entre vous qui prennent le risque d'amener des amis au Bénin dans le village lacustre ont subi la honte. Peu d'efforts et nos villages lacustres seraient des produits touristiques extraordinaires. Nous avons notre patrimoine artistique et culturel relevant de nos richesses endogènes, le vaudou. Le Bénin porte dans le monde, je vais dire, cette casquette que c'est le pays du vaudou. Parfois, nous en avons bien honte, parce que c'est bien souvent que ce sont les côtés... Non, pire que ça, le côté mystique, maléfique de nos vaudous qui nous préoccupe surtout, nous tous. Quand on parle du Bénin, on parle du vaudou, on ne voit que ça. Sans porter un jugement sur si cela est vrai ou faux, nous avons quand même quelque chose d'extraordinaire. Le vaudou est là, il est dans notre pays, on ne peut pas s'en débarrasser pour le moment. Mais pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas profiter de son côté artistique extraordinaire? Moi, j'ai été à Bali, j'ai vu que le seul atout, le seul attrait touristique de Bali, ce sont les couvents, ce sont les temples de l'hindouisme. Ils n'ont rien d'autre avant, ils n'ont même pas de belles plages à Bali. Ils n'ont que ça. Et ça fait la richesse de ce pays-là. On a vu Cuba, qui a connu, en train de connaître un boom extraordinaire, rien que par le tourisme. Le tourisme est devenu la première source de revenus de Cuba depuis les 10 dernières années, ou 15 dernières années, parce qu'ils ont commencé il y a bientôt 15 ans. Cuba, il y a quoi? Non, avant ça, il y a le nom, la renommée ancienne de Cuba. Il y a le patrimoine de Havane. Puis il y a la salsa et le tabac. 4 choses. Le Bénin a plus que ça. Nous n'imaginons pas ce que c'est que le tourisme, ce que ça peut rapporter comme richesse, comme emploi. Vous connaissez la zone ouest du nord du Bénin, la zone de culture Somba, où le Tata Somba et puis une végétation, un relief extraordinaire. Imaginez un circuit touristique qui part de nos plages. C'est vrai que nous n'avons pas de lagon au Bénin, on n'a pas ce qui constitue l'attraction principale. Mais nous avons une côte, une belle côte, qu'on peut transformer en piscine marine. Vous savez, ça existe, ça. Imaginez qu'on part du Bénin avec nos côtes, qu'on parcourt la région est, le Kétou, le centre du Bénin, avec le Vaudou, et que le Bénin investissait dans la révélation de notre patrimoine artistique de Vaudou, avec les gongon, les guélédés, les divers danses sapata qui ont des chorégraphies extraordinaires, qui sont vendables, qu'on passe par nos villages lacustres, qu'on passe par la région nord-ouest, qu'on aille au parc animalier. Je vais vous parler des artisans béninois. Vous allez en Côte d'Ivoire.
Les meilleurs électriciens, les meilleurs menuisiers, les plombiers, ils viennent du Bénin. J'en sais quelque chose. J'ai une entreprise de phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Et bien que je ne sois pas du tout sectaire, quand ça ne va pas, je vais chercher les talents au Bénin. Mais sommes-nous maudits à ce point? Ayons le courage de leur montrer le chemin. Parce que c'est notre pays à nous tous. Si ce courage nous manque, nous allons, comme nos aînés, finir nos jours malheureux, malgré nos diplômes, malgré les sommités que nous sommes. Le Bénin est rempli un pays de sommités en toutes choses, en médecine, en sciences, en culture, malgré nos fortunes. Maître, j'ai été trop long, tu m'en excuses. C'est mon coach, donc parfois il me... C'est pour dire, chers amis, chers compatriotes, que ce soir, j'avais une seule phrase pour vous. Le reste, c'est un peu l'habillage. Une seule phrase. Je souhaite rentrer dans l'histoire de mon pays autrement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Que dire? Vous n'avez pas été long, vous avez été sincère. Vous n'avez pas été trop long, vous avez été trop sincère. Et je pense que c'est ce que l'on demande à nous autres qui sommes d'abord des Africains. Nous avons plus de défis à surmonter que d'autres. À nous autres qui sommes des Béninois, nous en avons davantage. Et je pense que le début de la solution réside dans la sincérité. Et je ne pense vraiment pas que vous avez été trop long. Vous avez été trop sincère. Nous allons vous donner la parole. Beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se disent sur l'homme, sur ses motivations, ses projets. Oui, allez-y. Madame. Merci de ma parole. Moi, je ne réside pas en France, je suis de passage. Je suis venue voir mes enfants quand j'ai appris que mon président, mon nouveau président, mon futur président, me parlait. J'ai dit, mais il faudrait que j'assiste, que je vienne le connaître en personne, le voir en personne. Et je suis très contente de vous voir et de vous connaître. Merci. Ma première préoccupation, Monsieur le Président. Votre nom d'abord. Il est président. Je suis sûre qu'il sera élu. Madame Avoyon. Madame Avoyon. Bon. Merci. Ma première préoccupation, vous êtes homme d'affaires, opérateur économique. Je me demande, président de la République, opérateur économique, comment allez-vous concilier les deux? Est-ce que l'argent de l'État ne rentrera pas dans l'argent de l'économie? Est-ce que l'argent de l'opérateur économique ne finira pas par rentrer dans l'état de l'État? Je m'inquiète. Madame, comment concilier ma vocation, ma position d'opérateur économique avec celle probable de président de la République demain? C'est une question essentielle. D'abord, je vais vous donner une certitude, une garantie. Patrice Talon a fini avec les affaires.
que je gagne les élections présidentielles en février-mars prochain, je ne gagne pas, j'ai fini avec les affaires. Pourquoi? Je vais vous dire après comment je ferai. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de constater, et je l'ai dit tout à l'heure en parlant dans mon introduction, que tout cela était précaire. Être le premier employeur du Bénin, j'ai à peu près 7000 emplois directs. Des gens de salaire, des personnes qui touchent le salaire mensuel du groupe, 7000. Et indirect, environ 20 000 au Bénin. Presque autant dans la sous-région, sinon plus dans la sous-région. Et je suis parti de très bas, de rien du tout. Je crois que le ciel m'a gâté. Et pour vivre, on n'a pas besoin de grand-chose. Personnellement, je ne vis pas de caviar, de champagne. Je ne voyage pas en jet privé. Je n'ai pas de plaisir à voyager seul dans un avion. Donc, pour bien vivre, pour jouir de la vie, il ne faut pas grand-chose pour un homme. Mais c'est vrai que je suis, comme on dit, un compétiteur, j'ai du plaisir à avoir du succès dans ce que je fais. Mais le succès m'a montré ses limites dans mon pays. Quand vous investissez, quand vous mobilisez des financements, quand vous créez des entreprises, quand vous avez des employés qui vivent, qui s'épanouissent, qui ont des salaires importants, parce que les entreprises du groupe sont les mieux payées au Bénin, je me permets de le dire, sans toute modestie gardée, et que cela vous donne de la satisfaction. Mais que vous vous rendez compte que le modèle politique peut tout détruire du jour au lendemain, vous avez une autre vision de votre pays, de vous-même, de ce que vous faites, de votre environnement. Si vous êtes un bâtisseur, vous avez une autre vision des choses. Vous dites, mais il ne suffit pas de créer des entreprises, de créer des emplois, de la richesse. Parce que si tout cela peut disparaître un jour, vous pouvez à la fin de votre jour voir s'éteindre tout ce que vous avez fait. Vous avez l'ambition de consolider ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait, ce que d'autres feront. Et pour les consolider, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de réformer le modèle. Et mon péché aujourd'hui est que j'ai la conviction que je suis indiqué pour faire cette consolidation. Je le pense, j'en ai la conviction, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais vous savez que c'est la prétention qui fait les grands hommes. En toute chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je rêve de devenir un grand petit homme. Je rêve, à la fin dans les années à venir, de rentrer un peu dans l'histoire. Et si vous me permettez, on peut avoir envie à un moment donné de ne plus être vu comme le voyou, le voleur de coton, le voleur de la douane, celui qui braque, parce que vous savez tous les informations du Bénin. Monsieur Patrice Talon, c'est le grand bandit, c'est le voyou, c'est lui qui vole la douane, qui vole le coton. Quand bien même on a l'impression qu'on a bien travaillé, qu'on a eu beaucoup de chance, c'est vrai, qu'on a été le meilleur, qu'on est fier de soi. Mais qu'à un moment donné, on a ces tourments qui sont au quotidien dans votre vie, que le pays ne va pas bien du tout, et que ça peut aller encore plus mal. Et qu'en remédiant à cela, vous avez la chance, l'opportunité de ne plus même être vu comme voyou, comme infortuné. Parce que la fortune ne suscite, en général, pas l'admiration. Non. En vérité, on n'admire pas les gens fortunés. On les envie et on les méprise parfois. Je vous choque peut-être un petit peu, mais la réalité c'est cela. C'est humain. Qu'on soit africain, européen ou chinois, en général la fortune suscite l'envie et le mépris. Les grandes œuvres, quand on fait des choses
pour ses concitoyens, ses semblables, ses frères. Ça suscite l'admiration. Il est plus facile pour quelqu'un de ma position d'aider, de pousser quelqu'un d'autre à être président de la République pour avoir des retours que d'aller soi-même. Si la fortune, mes affaires, le business continuent d'être ma principale motivation, il y a plus facile à faire. Tous ceux qui sont venus me voir, maître, vous le savez, tous les candidats qui sont venus me voir, monsieur Talon, on voudrait votre soutien pour être président de la République. Ils m'ont tous dit, je suis élu, je vais vous rétablir le PVI, je vais vous rétablir dans le coton, je vais vous rétablir ceci. Puis chaque fois, je les regarde avec un sourire, quoi. Je dis, mon Dieu, vous ne savez pas ce qui me motive. Je veux que mon pays change. Ils me l'ont tous chanté. Et j'ai dit à certains, mais cher ami, quand tu me dis ça, PVI le coton, si j'étais tant au PVI au coton, je n'aurais pas dit non à Yaya Boni. Je n'aurais pas refusé d'accompagner Yaya Boni dans la révision de la Constitution. J'aurais accompagné. Il m'aurait tout donné. Si ta maison me plaisait, il t'aurait arraché ta maison, il m'aurait donné. C'est vrai? Non. Si j'étais boulimique à ce point, gourmand à ce point, et que mes succès n'étaient pas suffisants pour me donner la satisfaction du bonheur, il y a plus facile. Je suis un homme de défis et de challenges, et c'est cela qui me motive. Ce n'est pas la fortune. J'ai fini avec. Merci beaucoup, je me présente, Whitney Paki. Je vais changer de thème, je vais me permettre de changer de thème, et je vais parler de la jeunesse. Vous savez, en Afrique, on a la chance d'avoir des pays plutôt jeunes, si on considère la démographie. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes prêts à faire afin que vos jeunes cadres, vos jeunes diplômés, ne se sentent pas obligés de s'expatrier afin de pouvoir avoir une carrière et afin de pouvoir se sentir citoyens du monde et permettre de se développer sur un point business et un plan intellectuel. Merci beaucoup. Merci. Madame, c'est très simple. Ce qui tue le dynamisme au Bénin, aujourd'hui, c'est le pouvoir politique. Notre principal handicap, c'est d'abord le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique ne fasse pas la promotion des entrepreneurs, des énergies individuelles, et des talents et des grâces, ce n'est pas encore très grave. Mais quand il devient un frein à l'expression des talents, c'est encore plus grave. C'est ça qui est le principal défaut de l'organisation politique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous rentrez au Bénin, vous allez au Bénin aujourd'hui, et c'est ce type de pouvoir qui va être transmis dans quelques mois, si on ne fait rien. Vous allez au Bénin. Quel que soit votre talent, quelle que soit votre idée, quelle que soit votre dynamique, quelle que soit vos grâces, si vous n'êtes pas de la mouvance, ou soumis, ou potentiellement soumis, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et le modèle, les dispositions de l'administration ne sont pas suffisamment pensées pour faire la promotion des talents. Le système est devenu si pervers que plus personne n'ose se gêner, n'ose réfléchir, n'ose tenter quoi que ce soit. Quand l'environnement n'est pas propice à l'émergence de soi-même, on ne fait rien du tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mes propos, le Bénin est devenu, le système politique a amené le Bénin à entrer dans un contexte d'étouffement des valeurs, des talents, des grâces et de l'émulation. Un petit pays qui n'a pas de ressources minières, de sous-sol, ne peut exister que par le dynamisme des uns et des autres. Madame, l'emploi provient de la volonté de créer de la richesse. Vous savez, les entrepreneurs, les entreprises, les créateurs d'emplois ne sont pas des gens à vocation de créer des emplois. Parce que vous le savez, ça, n'est-ce pas? Un entrepreneur n'a pas vocation à créer des emplois.
C'est un gag. Merci. Un opérateur économique a vocation à créer de la richesse, à s'enrichir. Et c'est pour ce faire qu'il crée des emplois. Donc la création d'emplois est une conséquence qui vient un peu, même si ce n'est pas la motivation essentielle de l'entrepreneur. Donc il faut, malheureusement, il n'y a que par la création de richesse qu'on peut créer des emplois. Il n'y a que par la motivation de la création de richesse qu'on peut créer des emplois. Donc il faut nécessairement que le modèle économique, l'environnement politique, soit favorable à la création de richesse. Et quand ce n'est pas le cas, ou bien quand les conditions de droit ne paraissent pas protéger les investisseurs, même jeunes, personne ne prend le risque. Personne ne se dérange, comme on dit, ne se gêne. Personne ne fait l'effort de dire, bon, est-ce que je peux penser à faire quelque chose? Et tout le monde attend. Madame, il suffira. Et ça, je vous le promets, nous allons faire le bilan dans un an. Dans un an. Il suffira. Il suffira que tout le monde constate, au bout de quelques mois, que ce qui permet d'avoir une responsabilité politique au Bénin, une responsabilité administrative, c'est la compétence, qui ne suffit pas d'être l'ami, le frère, le parent de celui qui est au pouvoir pour exister, pour rayonner. C'est un premier signal fort qu'il faudra donner à nous-mêmes, à notre pays, à vous, la diaspora qui observez le Bénin. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, c'est malheureux de constater, on a peu de fierté à rencontrer nos hauts fonctionnaires, nos diplomates. Ouais. C'est malheureux de le dire, mais c'est la réalité. Alors, quand vos parents, ceux qui vous dirigent, ceux qui vous gouvernent, ceux qui incarnent le pays ne vous séduisent pas, vous n'avez aucun intérêt, vous n'avez pas envie même de rentrer, vous n'avez même pas envie d'aller en vacances. Et cela, ce sera le premier signal le plus fort qu'il faut donner. Puis deuxièmement, il faut mettre en place un dispositif qui incite. Je vais donner un exemple qui sera lié bientôt dans mon programme Société. Vous savez que pour gagner 2 000 € de revenu net de salaire pour un salarié au Bénin, par mois, il faut que l'employé et l'employeur décaissent près de 3 000 €. Plus de 3 000 €. Le modèle ne permet pas d'attirer des valeurs. Le modèle béninois aujourd'hui pénalise ceux qui ont envie de rentrer au Bénin et d'avoir un minimum de confort. Il est impératif de ramener l'imposition des salaires moyens. Parce qu'aujourd'hui, gagner 1 000 €, 2 000 € au Bénin est un salaire moyen. Malheureusement, oui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nos pays sont tous des petits pays pauvres, mais le besoin devient universel. Le besoin d'un cadre français en France n'est pas loin du besoin d'un cadre au Bénin. Malheureusement. Le besoin est devenu universel. On a les mêmes besoins de soins, de santé, parfois même en Afrique plus qu'ici. On a les mêmes besoins alimentaires, on a les mêmes besoins de locomotion, on a les mêmes besoins vestimentaires. Il est difficile de demander à un professeur d'université, à un cadre, monsieur Haïssi, de rentrer au Bénin et de renoncer au minimum de confort dont il dispose en France. C'est impossible. C'est pour ça que bien que nos pays soient de niveaux de développement différents, malheureusement nos besoins sont les mêmes. Et il faut impérativement encourager la création d'une classe moyenne qui, in fine, consomme, construit et développe le pays entier. Et c'est pour ça que c'est une préoccupation principale, essentielle. Et je vous donne rendez-vous dans un an au Bénin. Merci. Merci. Un intervenant devant. Je me présente, Dr Akadiri Abibou. Je suis cardiologue en région parisienne. Ma question sera relativement simple parce qu'elle part d'une déclaration de M. Talon que j'ai ici. Je n'ai pas mes lunettes, je vais m'arranger pour le lire. Le bulletin de vote est une arme
de résistance, de protestation, de construction. Ne l'oublions jamais. J'ai bien apprécié cette déclaration, surtout qu'il y a le mot « arme » dedans, pas les temps qui courent. Maintenant, en tant que médecin, je suis entièrement d'accord avec le diagnostic que vous avez fait. Il reste maintenant le problème de la thérapeutique. Le diagnostic, la situation catastrophique du pays qui est telle que, vous l'avez dit, à certains moments, on a même honte de se présenter comme tel. Mais la thérapeutique, c'est de se sortir de cette situation. Vous avez longuement développé l'hypertrophie du pouvoir exécutif, qui a même mis sur tout, Cour constitutionnelle, Sénat, et j'en passe. Le bulletin de vote. Est-ce que le bulletin de vote aura une signification en l'état actuel de notre pays? Je crois que c'est la question fondamentale. J'aimerais bien que vous répondiez, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on a parlé de chaos. Je vous remercie. Merci. Parce que c'est une question à 1000 francs. Monsieur Akadi, vous avez raison. Est-ce que dans l'état actuel des choses, on peut être certain que le vote des Béninois sera celui qui sera exprimé au résultat? Je mentirais si je vous jure cela, mais je peux vous certifier que ce sera le cas. Parce que je connais le système. Cela ne veut pas dire Cela ne veut pas dire que Patrice Talon a été complice d'un quelconque chaos. Non. Non, ça c'est vrai, je l'ai confessé tout à l'heure. Mais n'ayez crainte. N'ayez crainte. J'ai cette chance de connaître le Bénin, de connaître les appareils, de connaître le système, de connaître les organes, de connaître les institutions, et je ne me ferai pas voler. Oui, au milieu, oui. Bonsoir, M. Talon, et bonsoir, chers compatriotes. Oui, je viens. Franchement, j'ai hésité à venir ici. Et tout à l'heure, un de mes compatriotes a posé la question, est-ce que nos votes compteront? Vous avez dit, vous savez comment on fait. Il n'y aura pas de chaos. Je voudrais que vous nous précisiez vraiment que notre vote comptera. Ça m'intéresse. Parce que je ne vais pas aller voter pour rien, alors qu'on sait déjà que le président est déjà élu, le gouvernement est déjà fait. Les compatriotes me disent ça. Je connais les ministres, je connais le président. Donc on ne voudrait pas venir ici voir que vous avez perdu votre temps. On souhaite, si je suis venu, c'est pour soutenir ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que vous ne parlez pas comme un homme politique. Vous parlez comme un homme normal. Est-ce que... un président normal. Mais quand vous serez élu président, est-ce que vous allez continuer de parler normalement, de rencontrer la population, vos compatriotes normalement? Je crois que si vous le faites, au bout de 5 ans, nous reviendrons vous chercher. Bon. Non. Ma dernière question, oui. Ce n'est pas une question. C'est un silence. C'est un silence. Et je vous remercie. Merci. Non, cher ami,
cher ami, votre vote comptera. Et vous avez un exemple qui doit vous rassurer un petit peu. Vous avez vu les élections législatives. Le régime en place, avec son arsenal, n'a pas réussi à avoir la majorité aux élections législatives passées. Ce qui veut dire que le dispositif en place permet d'exprimer ou bien permet d'obtenir des résultats contraires à ce que souhaite, à ce que veut, à ce pourquoi se bat ceux qui encore ont l'appareil en main. Sinon, on aurait eu la majorité, le régime actuel aurait eu 45, 50, 60, 70 députés aux dernières élections législatives. Ils n'en ont eu que 33 plus 2, 35 sur les 83. C'est pour dire que le système peut permettre que votre vote ne soit pas volé. Et je vous dis une chose, je verrai à cela. Oui. Oui. Le bulletin de vote est une arme. Prenez-la d'abord et battez-vous avec. Ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce qu'on fera des cartouches après. Son assurance, les cartouches seront bien traitées. Mais prenons d'abord l'arme. Les adversaires comptent sur le fait que nous refusions, nous nous abstenions de prendre l'arme, le bulletin de vote. En Afrique et partout, c'est une arme pour la paix et la stabilité. Il faudrait résolument que nous prenions cette arme-là et que nous fassions prendre ça. C'est nécessaire, c'est important. C'est ce qui nous détermine tous. C'est ce qui nous détermine. Alors nous allons prendre 2 intervenants derrière. 2. Moi, j'ai du plaisir à vous écouter, il faut l'avouer. Pour être président, nous connaissons, nous savons comment ça se passe au Bénin. Il y a la situation géopolitique qui exige qu'on soit porté par des partis. Quand vous serez porté par des partis et qu'il y aura par la suite des contreparties exigées, comment est-ce que ça va se passer? Ce qui pose la question de mentalité, la question de la corruption qui doit revenir en quelque sorte et qui nous concerne tous. Comment est-ce que, après le 6 avril 2016, si éventuellement vous étiez le président, quelle est la politique que vous comptez mettre en place pour lutter véritablement contre la corruption, non pas surtout la marche verte ou la marche jaune, s'il vous plaît? Merci. Aujourd'hui, le constat que nous faisons est que la compétence n'est plus du tout un facteur de gouvernance de décision. Et les gouvernants constatent à leur corps défendant, même quand parfois ils en sont peut-être malheureux, je suppose que quand on ne réussit pas, on en souffre, et constatent que les partisans les plus actifs, ou les plus soumis, ou les plus griots, sont en général ceux qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas de contenu. Vous savez très bien que la société en général, les valeurs ne sont pas soumises. Ceux qui ont un talent, qui ont un contenu, qui ont une valeur, en général, ne sont pas soumis. C'est un peu comme les femmes qui ont la grâce de la beauté. Elles ne sont pas soumises. Elles ne sont pas soumises. Cela est humain. Ceux qui ont du talent, ceux qui sont compétents, en général, ne sont pas soumis. Or, le système politique, le modèle dans lequel nous sommes, que nous sommes en train de dénoncer, ne fait la promotion que des gens soumis, donc des gens qui n'ont pas de compétences. Et c'est pour cela que tout s'effondre, tous les secteurs s'effondrent, que ce soit l'administration, les affaires, le business, l'art, l'artisanat, parce qu'on ne fait pas la promotion des talents. Qu'est-ce qui nous permettra, par quels moyens nous allons pouvoir, dans un système partisan, faire la promotion des compétences? Il faut instaurer
impérativement et tout de suite la réforme de l'administration qui fera que désormais, les hautes fonctions de l'administration, notamment les grands régis, je donne l'exemple, du directeur du Trésor, des impôts, les fonctions qui sont sensibles pour le pays, soit des postes qui soient mis en compétition. Il faut instaurer un système d'appel à candidature par des cabinets indépendants. Et ça, je vais l'écrire, ça sera écrit dans mon programme qui va être publié. Il faut pouvoir au poste de la haute administration par un mode d'appel à candidature. Et faire conduire le processus d'appel à candidature par des cabinets privés indépendants et de renommée. De sorte que nous ayons la chance d'avoir au poste les plus sensibles pour notre pays des gens compétents. Si nous y parvenons, nous allons régler la moitié des problèmes qui se posent au Bénin. Pourquoi? Vous connaissez le problème de Maria Gleta, le turbine à gaz de Maria Gleta. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans ce drame? On va dire que c'est la corruption. Mais c'est plus un problème de compétence que de corruption. Quand la corruption se grève à l'incompétence, c'est une catastrophe. C'est pour cela que la question que vous soulevez est une question éminemment importante, et pour l'opérateur économique que je suis, j'en ai une grande conscience. Une entreprise ne peut prospérer que parce que à chaque poste, il y a la compétence qu'il faut. Depuis le petit balayeur jusqu'au big boss, il faut que chacun soit dans son rôle. Si vous gagnez de l'argent, que vous n'avez pas de talent, ayez le talent de recruter des talents. Et vous allez avoir une entreprise qui va faire 30, 40, 50, 100 ans, qui va rester après vous. Je ne suis pas talentueux, mais j'ai le talent de m'entourer de talents. Et c'est bien pour ça que depuis 30 ans, je suis parti de rien, je suis arrivé où je suis. Et cela, c'est valable aussi pour la conduite des affaires du pays. Nous allons faire la promotion des valeurs, des talents, des compétences et l'instaurer. De sorte que même ceux qui viendront après, ils auront du mal à remettre ça en cause. Parce qu'il faut, si nous parvenons à l'instaurer, nous allons créer le déclic. Je suis comme là Rigobert Misséon, je suis informaticien franco-béninois. Monsieur Talon nous dit que le pouvoir actuel au Bénin est contraire à son idéal démocratique. Et ma question est la suivante. Où, sur quelle chaîne de télévision, sur quels médias, quels journaux, dans le passé, vous avez exprimé, décrit, chanté votre idéal démocratique? L'auriez-vous découvert le jour où vous avez décidé d'être candidat à la magistrature suprême de notre pays? Voilà ma première question. Ma deuxième question. Vous nous dites, compte tenu donc du mauvais financement de la vie politique dans notre pays, les opérateurs économiques font généralement preuve de beaucoup de générosité. Est-ce que cette générosité des opérateurs économiques dans notre pays n'a pas amené au système le plus généralisé de corruption des représentants de la nation béninoise depuis les dernières années? Voilà ma deuxième question. Le modèle politique actuel n'est plus conforme à mon idéal, à notre idéal commun de démocratie. Est-ce que c'est seulement il y a quelques semaines, quelques mois, que je découvre cela? Parce qu'on ne m'a jamais vu exprimer. Mais personne ne m'a jamais vu exprimer quoi que ce soit dans les médias, jusqu'à ce que je sois parti en exil. Parce que je n'ai jamais été un homme d'expression publique. C'est vrai. Mais si vous suivez l'actualité politique au Bénin un petit peu, si vous êtes assez un peu impliqué ou suivi de loin, vous avez dû savoir qu'en 2007, alors que le président Boni Yayi venait s'installer à la Marina, à peine un an après,
avec une certaine contribution de moi, c'est vrai, j'ai été actif. J'ai été même visiblement actif en 2006. J'ai été pratiquement son directeur de campagne. C'est vrai. J'ai contribué à son avènement en 2006 parce que je croyais en l'homme. Je croyais que c'était possible qu'un homme, son profil, soit celui qui mette le Bénin dans un dynamisme moderne. Parce que quand un pays va bien, les talents s'expriment davantage. Mais un an après, en 2007, le président Boni Yahi a voulu déjà, il a voulu créer le FCBE pour les élections législatives qui ont eu lieu en 2007. Patrice Talon a combattu le FCBE en 2007. Visiblement. Je n'étais pas favorable à cela et j'ai soutenu activement, visiblement, l'Alliance pour l'Ogedé, si vous suivez l'activité politique au Bénin, composée de l'ARB, le MADEP, le PSD. Et à l'époque, l'opposition avait gagné les élections législatives en 2007. Parce que j'avais déjà vu que si tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains de celui qui venait de prendre la marina, ce serait dangereux. Je disais bien donc que l'opposition, alors, a gagné les élections législatives, mais le président Yaboni a eu, déjà en ce moment, la force, la capacité, l'intelligence de débaucher les députés G13. Vous vous rappelez? C'est cela qui a permis au régime, à l'époque, d'avoir la majorité au Parlement et de faire du président Nago président de l'Assemblée. Et puis ceux qui ont suivi l'actualité ont dû voir quels ont été mes déboires dans les mois qui ont suivi. Mais comme je suis un roseau, très vite, les choses se sont rétablies. Et puis mes relations avec le président Yaboun se sont améliorées dans les années 2009-2010, à l'occasion surtout de la privatisation de la Sonapra. Vous vous rappelez que l'appel d'offres de la Sonapra pour la privatisation des outils industriels de coton, cet appel d'offres a été annulé plusieurs fois parce que chaque fois, c'est Patrice Talon qui est adjudicataire. Contraint et forcé, il a fini par adjudier en ma faveur et cela continue de faire beaucoup de mules, mais bon, on ne va pas parler de ces détails-là. En 2010, il y a eu le fameux appel d'offres du PVI pour lequel j'ai été adjudicataire, avec beaucoup de fierté. Avec les polémiques. Mais la vie des opérateurs économiques va avec les polémiques. En 2011, je n'ai pas été l'artisan du chaos. Je n'ai pas été directeur de campagne de Yahi Boni. Je n'ai même pas été artisan de son succès du tout. Mais certes, je l'ai dit, et ça je l'ai dit dans mon interview, j'ai contribué, c'est vrai. Mais j'ai été également un soutien de l'UN, le président Ngbeji. Et vous le savez sûrement. Le président Bouyayi a gagné les élections en 2011. Mais tout de suite, je voudrais que pour cela, vous me donniez le bénéfice du mérite. Il a voulu réviser la Constitution. Personne ne savait à l'époque le stratagème qu'il voulait mettre en place. Réviser la Constitution au motif d'aménagement technique. Et à la suite de cela, en 2015-2016, à l'occasion des élections présidentielles 2016, la Cour constitutionnelle, celle-là, qui a été capable de dire qu'avoir 40 ans, à date, le dépôt de candidature équivaut à avoir 40 ans au cours de l'année, cette Cour n'aurait rien d'autre à faire en 2015 que de valider la candidature du président Yahi Boni pour un nouveau premier mandat. Parce qu'elle dira en ce moment, cette Cour, que c'est une nouvelle constitution. Une constitution qu'on aurait révisée en 2011-2012, juste pour des aménagements techniques. Et cela, le président Yahi Boni voulait que j'accompagne cela. Il voulait que j'utilise mes relations et moyens pour faire des révisions douces, tranquilles, insidieuses.
sans que personne ne voit rien du tout. Et j'ai dit non. J'ai dit non et je l'ai dénoncé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait ça, qui auraient pris le risque, parce qu'il m'a menacé. Et pour certains qui ont suivi l'actualité au Bénin, vous avez dû voir que en février 2012, j'ai été reçu par les 6 présidents des institutions constitutionnelles de notre pays. Président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la HAC, du Conseil économique et social, le 6e, c'est la 6e. Bref. Et en cours de justice. Et ça a été médiatisé. Ça n'a surpris personne. C'est curieux pourquoi un seul béninois se fait recevoir par les présidents des 6 institutions du pays. En février 2012. C'est bien parce qu'il y avait une crise politique, parce que Patrice Talon était en train de combattre un projet politique d'envergure pour le régime et contraire à notre idéal. C'est vrai que je ne suis pas allé sur les médias pour en parler, mais ce n'était pas mon rôle. Mais j'avais parlé des gens. À l'époque, le député Candidat Zanaï a dit, fin février 2012, à la télévision, le président Boniaï veut réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ne le laissons pas faire. Après, il y a eu le député Quenom. Puis, maître Lionel Gbagbo, mais à la fin, en septembre, ce qui a valu mon exil. Et puis, j'ai été interpellé, puis gardé à vue, parce qu'il fallait que j'accepte, que je me taise, que la révision ait lieu. Et j'ai dit non. J'en éprouve beaucoup de fierté, de satisfaction, c'est vrai. C'est ma manière à moi de servir mon pays, c'est ma manière à moi de servir la démocratie, c'est ma manière à moi de dénoncer ce qui ne va pas. C'est ma manière efficace pour moi de faire le combat pour notre idéal de démocratie. Je l'ai fait. Et puis, chers amis, j'aurais pu, tranquillement, en exil, quand je suis parti. Parce que j'ai eu, comme je fais une parenthèse, je rends grâce à mon épouse, parce que je suis parfois casse-cou. Quand on m'a dit, Monsieur Talon, partez de chez vous immédiatement, on vient vous chercher. Et cette fois-ci, faites pas le con, faites pas du zèle, faites pas le messie, excusez-moi le terme, on vient vous chercher, mais ça va être dangereux pour vous. Il faut partir tout de suite chez vous. J'ai dit non, je ne bouge pas. J'ai dit si je pars, il va réviser la Constitution. Et mon épouse m'a dit, hors du pays, debout, tu continues le combat. Dans le pays, sous terre, c'est fini. Je lui rends hommage parce que c'est grâce à elle que je suis parti, parce que parfois je suis soumis aussi parfois. Ouais. Et je suis parti. En France, beaucoup ont suivi. Vous avez vu le ballet des hommes politiques, des députés qui ont défilé ici. Pourquoi j'ai fait tout ça? Et vous avez su en ce moment que c'était pour empêcher la révision de la Constitution. Je vous dis encore cette fois-ci, j'ai continué le combat. Et ensemble, nous y sommes arrivés. Mais est-ce qu'on peut dire que ça suffit? Il suffit que les hommes changent. Même si le modèle s'est révélé mauvais, que ça suffit que les hommes changent. Ce n'est pas suffisant. C'est ma conviction. J'estime qu'il faut réformer le modèle politique qui désormais fait et fera des présidents des mauvais présidents. Si ce pouvoir exécutif qu'il a aujourd'hui, si c'est celui-là qui passera de main en main, nous aurons des successions de mauvais présidents. Et cela, nous aurons tort de le laisser ainsi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. La raison pour laquelle, n'ayant jamais été celui qui a pu crier sous tous les toits, à la télévision, la radio, dans la presse écrite, que le système il est mauvais, je suis devenu celui qui aujourd'hui dit, je vais aller plus loin.
mais j'estime que j'ai contribué suffisamment. Et mieux, j'ai contribué depuis les années 90 à préserver la démocratie en finançant les partis politiques. Je l'avoue, je le confesse, mais j'en suis fier. Pourquoi? Parce que sans compétition politique, il n'y a pas de démocratie. Et ceux qui le savent, ceux qui savent ce que je fais, d'ailleurs me le reprochent, mais qu'est-ce qui vous a... Parce qu'avant la fin du régime révolutionnaire, il y avait déjà une certaine libéralisme du système. Je suis rentré dans cette période en 84. Et j'ai découvert un système qui fait la promotion des plus petits talents. Je ramassais les appels d'offres à tour de bras. Alors que je n'étais pas fait pour ça. Juste parce qu'en face de moi, il n'y avait pas de grands compétiteurs. Et j'ai vu comment sans parrain, sans soutien, sans corrompre, on peut ramasser des appels d'offres publics. Ceux qui sont de ma génération, Yves, vous savez cela, que ça a été la chance, la grâce, mais qui était due à un contexte. C'est naturellement qu'à l'avènement du renouveau démocratique, j'ai été un soutien des partis politiques aussi bien opposés que du même bord. Je ne dirais pas ici, pour ne pas vous faire des offenses, que oui, je n'attendais rien de cela. Ce n'est pas le débat. Mais s'il n'y avait pas eu des gens comme nous, il y a quelques mois, les révisionnistes auraient eu 62 députés, 70, 75, 80 députés. C'est pour cela que je dis haut et fort, sans pudeur, que c'est vrai. Je finance, j'ai financé, j'ai soutenu les partis politiques. Je l'ai fait jusqu'à récemment. Mais je sais aussi que c'est dangereux. Je sais que c'est dangereux. Parce que j'aurais pu en faire un usage pervers. Entre la proclamation des élections, du résultat des élections législatives dernières et le vote au Parlement pour l'élection du bureau du Parlement, il s'est passé des choses graves au Bénin. Bien que les révisionnistes n'aient eu que 33 députés, 35 avec UB, ils sont allés jusqu'à 41 députés le jour du vote du bureau du Parlement. Et ils ont failli avoir 45, 46 députés. Vous savez ce qui a permis cela? Ça a été l'argent. Un des partis économiques les plus importants, avec qui nous avons ensemble financé les élections législatives, a changé de camp entre-temps, parce qu'il a été récupéré par le pouvoir. Et il a soutenu financièrement et massivement la FCBE pour gagner le perchoir, pour gagner le bureau de l'Assemblée, le 19 mai dernier. N'eût été la Providence, le pays aurait basculé. Quand on a été témoin, quand on a été acteur, quand on a vécu ces choses-là, on n'est plus le même. Et on ne peut plus croiser les bras sans se sentir coupable. C'est pour ça que j'ai dit, ce modèle, il est mauvais, il est dangereux. Si les partis politiques doivent être exclusivement à la merci des opérateurs économiques parmi nous, et d'ailleurs, sinon tous, nous sommes capables, les opérateurs économiques sont capables d'utiliser leur soutien financier aux hommes politiques pour des causes inavouées et parfois perverses. Dans tous les pays du monde, les opérateurs économiques peuvent soutenir les partis politiques, mais il ne faut pas que ce soit la source unique, principale de financement des partis politiques. Je voudrais vous rassurer, chers compatriotes, je voudrais vous dire que notre génération est confrontée à un défi majeur. Osons le relever ensemble. Moi, je suis disposé à jouer ma part. Je suis disposé.
à donner à mon pays, à vous, ce que j'ai reçu comme grâce, comme soutien, comme affection, comme bien-être. Je pense que c'est ma manière à moi de remercier mon pays, de vous remercier. Disant ensemble, allons plus loin. Cette conférence de presse a permis à Patrice Talon et à ses interlocuteurs de Paris d'échanger sur bien d'autres questions, comme par exemple la chasse aux sorcières, la vengeance dont on parle. Patrice Talon a dit que se venger n'apporte rien en termes de satisfaction. Les épreuves qu'il a traversées, a-t-il précisé, lui ont permis de grandir, de se révéler à lui-même, de comprendre. Alors, il dit merci. Merci à ceux qui l'ont brimé et qui continuent de le faire. Les femmes. Patrice Talon a dit que dans son pays, il y a des compétences chez les hommes et chez les femmes. Il faut rétablir le pays avec les compétences et au Bénin, les femmes sont compétentes. L'eau, l'électricité, les moyens de transport. Patrice Talon a dit qu'en sa qualité d'opérateur économique, il est directement concerné par les problèmes d'énergie et d'infrastructure. Il sait que le développement est impossible sans l'énergie et c'est cela le problème de l'actuel régime. Il pense que c'est un problème d'incompétence dans nos ministères et dans nos représentations diplomatiques. Il a promis de régler le problème de l'énergie. Il dit savoir de quoi il parle. Il dit savoir comment le faire. Mobiliser des financements importants, mettre au travail des hommes et des femmes compétents. Pour l'homme, il y a tellement de fonds, tellement de capacités de mobilisation. Quand l'État accompagne le privé, on peut lever des fonds extraordinaires pour la santé, l'éducation, l'agriculture, la culture. Il faut que le prochain gouvernement mette la puissance publique au service du dynamisme privé pour régler les problèmes de développement qui se posent à notre pays. Je vous vois très brillant. Je pense même que vous allez gagner les élections. Merci. Mais le soir des élections, comme le chaos guette tous les pays d'Afrique, un autre candidat est proclamé élu et vous avez toutes les pièces et tous les éléments pour dire que vous avez gagné. Très vite, vos soutiens veulent contester cette élection. On vous appelle ici en France pour vous calmer et pour vous demander de préserver la paix dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, je n'ai pas de tuteur. Je n'ai pas de tuteur. Et je ne pense pas que nous aurons à vivre cette situation-là. Parce que la paix au Bénin, ce ne sera pas seulement la préoccupation de la France. Ce n'est pas seulement la préoccupation des potentiels éventuels tuteurs. C'est notre préoccupation à nous tous. Parce qu'on dit une chose, on dit vaut mieux un pays de paix avec des élections mal conduites qu'un pays qui entre en guerre pour la bonne conduite des élections. Cela également, je l'épouse. C'est vrai. Parce que la guerre peut tout détruire. Or, l'insatisfaction, l'injustice d'un moment peut être corrigée plus tard. Donc je ne serai pas favorable, si jamais c'est le cas, je ne serai pas favorable que le pays brûle. Parce que j'aurais perdu les élections, parce qu'on m'aura volé. Non. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est d'empêcher qu'on nous vole. Et ça, je vous le garantis. Si nous allons aux élections en février prochain, je vous dis, faites-moi confiance. Le résultat des votes sera le résultat réel des votes.